Je vais commencer, donc ça va être un webinaire sur savoir agir et anticiper l'impayé. Donc j'interviendrai sur les 2 premières parties et monsieur Stéphane Sangoy interviendra donc sur la troisième partie. Donc tout d'abord, commencer par introduire ce webinaire. On commencera par une première partie sur les clés pour se prémunir contre le risque d'impayé. Ensuite, je développerai la gestion de l'impayé, donc sans réaction de votre client. Donc c'est un schéma assez simple et rapide à suivre. Et on terminera par une troisième partie sur la gestion d'un impayé qui est contesté par votre client, donc de l'amiable au judiciaire. Et là, c'est M. Sangoy qui interviendra sur cette partie. Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, on développera d'abord la sécurisation de votre relation contractuelle, qui est indispensable pour prémunir contre les impayés. On regardera ensuite les démarches indispensables en cours de contrat et à la fin d'un chantier. On développera ensuite une procédure judiciaire très simple pour vous en l'absence de contestation et le recouvrement forcé possible de votre créance pour retrouver les sous que vos clients vous doivent. Et enfin, on développera les diverses voies de contestation qui sont envisageables. Donc, la première partie, les clés pour se prémunir contre le risque d'impayé. Donc, tout d'abord, il faut savoir que votre devis est une offre de contrat que vous faites à vos clients. Donc, l'article 1103 du Code civil définit la portée du contrat. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Donc, en fait, cela signifie que le contrat que vous allez établir avec votre client définira toute votre relation contractuelle et sera en quelque sorte la loi entre vous et votre client. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, votre devis. Dès lors que votre client aura accepté ce devis, en vertu de l'article 1710 du Code civil, qui précise que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Donc, c'est-à-dire que dans un contrat d'entreprise, donc la personne, donc vous, entrepreneur, vous vous engagez moyennant rémunération, donc c'est-à-dire moyennant paiement par votre client, à accomplir un travail pour le compte de votre client. Donc, par l'acceptation du client, votre devis se transforme automatiquement en contrat d'entreprise. Donc, c'est très important de faire signer votre devis parce que par la signature de votre devis, votre client va s'engager à payer le prix. Donc, c'est très important en cas d'impayé pour avoir une preuve de l'engagement de votre client. Et vous vous engagerez par la même chose à effectuer les travaux prévus au devis. La Cour de cassation l'a bien souligné, la signature d'un devis est une preuve de l'accord du client sur le prix des travaux à exécuter. Donc, c'est très important et que c'est une condition indispensable pour obtenir le règlement des prestations et ou des travaux réalisés. Ce qui est également très important au moment du devis, c'est vos conditions générales de vente. Si vous n'en avez pas, je vous invite fortement à les mettre en place. Elles permettent de sécuriser votre relation contractuelle et elles doivent être présentées et signées en même temps que le devis. Et ça vous permet notamment de prévoir des modalités de paiement et notamment aussi des clauses de révision de prix. Ça peut être intéressant d'avoir une clause de révision de prix, notamment en cas de hausse du prix des matériaux, ce qui vous permettra d'augmenter vos prix en fonction de la hausse du coût des matières premières. Vous avez besoin de la preuve de l'acceptation de la condition générale par votre client. Et par cela, c'est simplement par la signature. Donc, c'est très important aussi d'avoir des conditions générales de vente signées. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre directement une clause dans vos devis qui renvoie à vos conditions générales de vente, en indiquant par exemple contrat conclu en application des conditions générales de vente, figurant en annexe et accepté par le client. Et bien évidemment, toujours joindre les conditions générales avec le devis. Une fois que vous avez votre devis signé, donc par vous et le client et vos conditions générales de vente, au moins vous sécurisez votre relation contractuelle. Ensuite, pendant les travaux, il y a plusieurs choses à voir, notamment en cas de travaux supplémentaires. C'est très important parce qu'en fait, en cas de modification du devis, notamment si vous faites des travaux supplémentaires à la demande du client ou vous, si vous vous rendez compte qu'il y a des travaux en plus à faire, c'est très important de rédiger donc soit un avenant à votre devis, soit un devis modificatif. Donc, ça sera très, très important parce qu'en fait, le montant de votre devis doit correspondre, enfin, le montant de la facture doit correspondre au montant de votre devis. Parce que notamment, s'il y a une procédure judiciaire après et que votre facture est plus élevée que votre devis, le juge aura tendance à retenir le montant de votre devis et du coup, le reste, vous ne pourrez pas retrouver les sommes qui vous sont dues. Donc, c'est très important de bien, en cas de travaux supplémentaires, de bien faire un nouveau devis et de bien, évidemment, le faire signer également. Éviter l'accord oral, c'est source de conflit par la Voilà, suite. c'est pour ça, c'est très important. Dès que vous pouvez demander des écrits, faites des écrits, c'est ce qui vous couvrira le mieux en cas d'impayé et on pourra s'en servir ensuite en guise de preuve.
Ce qui est important aussi, alors en cas de gros travaux ou de prestations qui peuvent durer sur le long terme, vous pouvez prévoir une facturation à l'avancement. Alors, la facturation à l'avancement, ça permet d'échelonner les règlements en fait, en fonction de l'avancement de vos travaux. Ça se présente sous forme de plusieurs factures en fonction de l'avancement des travaux. Lorsque, par exemple, vous avez un chantier qui dure plusieurs semaines ou un chantier important, chaque montant en fait, sera calculé en fonction du pourcentage de l'avancement des travaux ou à la fin d'une prestation spécifique. Pour prévoir cette facturation à l'avancement, il faut bien évidemment que le client l'ait accepté. Donc, notamment, il faut prévoir une clause sur ce type de facturation dans vos devis ou dans vos conditions générales. Donc, toujours pareil, très important. Et les modalités de situation et conditions de règlement doivent impérativement être détaillées dans vos devis. Ça ne va pas simplement être noté facturation à l'avancement. Alors, sur la diapositive suivante, j'ai mis des exemples de clauses qui peuvent être insérées dans vos devis. Donc, pour les conditions de règlement, donc, si vous avez des conditions générales de vente, vous pouvez donc insérer cette clause. Donc, notamment, vous mettez la compte à 30%, la facturation à l'avancement des travaux, et là, vous détaillez. Alors là, dans l'exemple, on a mis 20% à l'achèvement du poste de travaux 1, 20% à l'achèvement du poste des travaux 2. Donc, l'intérêt là, c'est dans votre devis, si vous mettez des postes de travaux, de mettre poste de travaux 1, de bien le détailler, poste de travaux 2, de bien le détailler. Comme ça, votre client, il saura exactement à quel moment vous allez solliciter la facturation à l'avancement. Donc, c'est important que ce soit bien détaillé. L'intérêt de cette clause aussi, c'est de la compléter avec une clause de suspension d'exécution. Donc, en cas d'impayé, ça peut être très intéressant pour vous parce qu'en fait, si vous prévoyez une clause de suspension d'exécution comme affiché sur la slide, vous pourrez donc, en cas de non-paiement d'une de vos facturations, par exemple, à la fin de l'achèvement du poste de travaux 1, si vous voyez que la facture n'est pas réglée, vous êtes en droit de suspendre l'exécution de vos travaux tant que la facture 1 n'a pas été réglée. Mais voilà, il faut bien que ce soit prévu dans vos devis. Parce que si ce n'est pas prévu dans vos devis, il faut faire attention derrière à l'abandon de chantier. Il faut vraiment que les choses soient bien carrées et bien prévues contractuellement. Donc, c'est vrai que c'est un gros avantage pour se prémunir en cas d'impayé parce que du coup, vous vous rendrez compte au fur et à mesure, ça peut même être vu comme un échelonnement de paiement par votre client, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, à la fin des travaux, alors ce qui est très important aussi, c'est de faire signer un procès-verbal de réception, qui peut être avec ou sans réserve. Ça permet de vérifier que l'ensemble des travaux correspond bien au devis établi et signé. Toujours pareil, le devis, votre contrat avec le client. Il faut bien garder ça en tête. Donc, c'est en quelque sorte un état des lieux réalisé donc, par le maître d'ouvrage pour s'assurer de la bonne conformité des travaux et de l'absence de dysfonctionnement. Effectivement, donc, le PV de réception, ça formalise l'acceptation des travaux. Donc, toujours pareil, dès lors qu'on a un écrit, c'est important. Donc, c'est de la même façon, le PV de réception est très important. Donc, la réception doit être contradictoire, donc en présence de votre client et de vous-même. En effet, si votre client il constate des malfaçons ou des vices apparents, j'insiste sur apparents, donc ça veut dire qu'en fait, au moment où vous faites la réception, si votre client s'aperçoit qu'il y a une tache ou une fissure, ça doit être visible à l'œil nu. C'est un désordre apparent, ça doit être visible à l'œil nu. Pour vous et moi, tout le monde doit pouvoir s'en apercevoir. Donc là, il sera en droit de le noter comme réserve sur son PV de réception. Et vous serez donc dans l'obligation de reprendre ces désordres par la suite. Et une fois que vous aurez repris les désordres, vous pourrez signer un PV de levée de réserve. Donc, le procès-verbal de réception est important parce que c'est donc une preuve de la fin des travaux. Et comme indiqué sur la slide, il a de nombreux avantages. Donc, il met fin au contrat d'entreprise que vous avez avec votre client, donc fin de vos obligations. Il couvre les vices, malfaçons et défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserve. Donc, c'est très important. Si le client, il y a des choses qu'il n'a pas vues et qui n'ont pas été notées sur le PV, vous ne serez pas tenu de les reprendre si c'était visible au moment de la réception et qu'il ne les a pas notées. Et ça entraîne également le transfert de garde et des risques au client final. Et ça constitue, important aussi, le point de départ des différentes garanties légales, garantie de parfait achèvement, garantie pénale et garantie décennale. Et ce qui est très intéressant, en cas d'impayé également, ça rend exigible le solde de vos travaux. Donc, vous êtes en droit d'exiger le règlement de l'intégralité de votre facture. Donc, en deuxième partie, nous verrons la gestion de l'impayé sans réaction de votre client. Donc, c'est assez simple et rapide à suivre. Tout d'abord, quelques points importants à souligner. Donc, on appellera une gestion amiable et elle sera possible seulement en cas d'absence de contestation écrite de votre client. Donc, pour faire simple, en fait, vous n'avez pas de nouvelles de votre client, il ne vous paye pas, il ne vous répond pas, vous n'avez pas de nouvelles de lui. Donc, l'idée de cette procédure, c'est vraiment de tenter de recouvrer votre créance à l'amiable sans faire de demande au tribunal.
Il faut quand même faire attention aux délais de prescription. Alors, notamment pour les clients particuliers, la prescription est courte. C'est 2 ans à compter de l'exécution de la prestation. Pour le professionnel, c'est 5 ans, pareil, à compter de l'exécution de la prestation. Et là, c'est important parce qu'il y a eu une modification depuis un arrêt du 19 mai 2021. Le point de départ de la prescription a été modifié. Avant, le point de départ, c'était l'émission de la facture. Et désormais, le point de départ, c'est l'exécution de votre prestation, la fin de votre chantier. Donc, le délai commence à courir plus tôt. Donc, il faut vraiment être vigilant sur les dates, et notamment avec les particuliers, comme je le disais, parce que le délai est plus court, il est de 2 ans. C'est pourquoi c'est très, très important de réaliser votre facturation quasi immédiatement, si possible le jour même, mais très rapidement, après la fin de l'exécution de votre prestation. Alors, ensuite, je vais développer les différentes étapes que vous pourrez réaliser en cas d'impayé. Donc, tout d'abord, en étape 1, vous pourrez envoyer une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est important. On pourra distinguer si c'est un particulier ou un professionnel, car seulement dans le cas d'un professionnel, vous pourrez appliquer 40 € par facture impayée. Ce n'est pas possible de le faire pour un particulier, c'est seulement pour les professionnels. Donc là, dans la diapositive suivante, vous avez un exemple de lettre de mise en demeure. Alors, on a tous les modèles à la CAPEB, donc on pourra vous les transmettre sans difficulté. On a les mises en demeure, les relances, donc sans difficulté, on peut tout vous transmettre sur demande. Donc là, c'est une lettre donc, sur papier en tête de votre entreprise, donc l'adresse du client, la date, le lieu, vous mettez bien que c'est une mise en demeure et que c'est un courrier recommandé avec accusé de réception. Donc là, vous mettez bien le montant qui vous est dû, donc le montant impayé, le numéro de la facture ou des factures correspondantes avec la date de la ou des factures. Vous pouvez éventuellement mettre, si vous avez fait des rappels oraux, donc par téléphone, ou des courriers ou des mails en amont. Et là, donc la phrase en rouge, si c'est un professionnel, vous rajouterez la phrase pour les 40 € qui sont dus en plus par facture impayée. Donc, vous transmettrez ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, si vous n'avez pas de retour de votre client, donc si vous n'avez toujours aucun règlement, qui ne vous donne aucune nouvelle, que vous n'avez pas de paiement, il est possible donc d'envoyer un rappel en courrier simple. Il faudra bien attendre par contre l'écoulement du délai que vous avez mis dans votre mise en demeure, c'est-à-dire 15 jours, à compter de la première présentation de la lettre. C'est-à-dire que vous allez recevoir un accusé de réception, et sur l'accusé de réception, il y aura une date, et c'est 15 jours à compter de cette date-là que vous pourrez envoyer ensuite votre première relance. Donc, il faut bien lui laisser les 15 jours pour payer. Voilà, donc, c'est bien important l'accusé de réception parce que ce sera la preuve de réception par le client et c'est une date certaine ensuite. Donc, c'est très important de faire avec accusé de réception. Donc, voilà un exemple de lettre de relance. Donc, on indique bien que c'est un premier appel. Pareil, papier en tête de votre entreprise, la date, le lieu. Vous indiquez la date de votre mise en demeure, la première que vous avez fait, quand est-ce qu'elle a été réceptionnée, donc la date de l'accusé de réception. Donc voilà, vous rappelez tout ça dans votre courrier, pareil, le montant impayé, etc. Donc là, vous pouvez l'envoyer en courrier simple. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en courrier recommandé. Donc du coup, à l'étape 3, donc si le client ne répond toujours pas, donc pareil, vous n'avez pas de paiement, pas de nouvelles du client. Donc on vous conseille là d'attendre, donc c'est comme c'est une lettre simple, c'est simplement la date d'envoi, donc on compte à peu près 3 jours pour l'envoi, le temps qu'ils le reçoivent, plus 8 jours, donc vous comptez à peu près 11 jours, avant d'envoyer le deuxième rappel, si vous n'avez pas de nouvelles de votre client. Donc là, pareil, un exemple de deuxième rappel, deuxième relance, même type de courrier, avec les dates à rappeler, le montant à payer. Là, ce qui va changer, c'est qu'on pourra rajouter les intérêts. Je développerai ce point-là un peu plus tard dans les slides. Donc voilà, pareil, vous l'envoyez en lettres simples. Ensuite, donc là, c'est seulement un schéma récapitulatif qui vous permet de voir un petit peu le temps qui peut s'écouler. Donc, la mise en demeure, vous laissez 15 jours à réception, donc dès lors qu'il y a l'accusé réception dans le meilleur des cas. Vous envoyez le premier appel et vous laissez 8 jours plus 3 jours d'envoi, donc 11 jours avant le deuxième appel. Voilà. Ensuite, donc, je vais développer un peu la partie des intérêts. Donc, l'intérêt pour vous, donc, de mettre des intérêts à compter de la date de la première présentation de la mise en demeure. Donc, pareil, ce sera sur l'accusé de réception. Vous avez un site, donc quand vous aurez le PowerPoint, vous pourrez cliquer directement sur le site qui vous permet de ça calcule tout seul les intérêts avec les données que vous allez rentrer. Donc, ce sera soit un taux d'intérêt légal simple, majoré ou contractuel. Donc, je vais développer ce point aussi. Donc, voilà, ça se présentera comme ça. Alors, l'intérêt pour vous, c'est de prévoir dans votre devis 3 fois le taux d'intérêt légal.
Ça permet d'avoir des intérêts un peu plus importants. Si rien n'est prévu dans votre devis nulle part, ça sera les intérêts au taux légal simple. Vous cliquez là-dessus. Et si vous avez majoré le taux légal, vous cliquez sur taux légal majoré. Ensuite, vous aurez cette page. Il faudra bien mettre créance professionnelle. Donc, dans la base de calcul, ce sera votre montant impayé, donc le montant des factures. La date du début, donc ça sera la date de la présentation de la lettre. Donc, quand vous allez recevoir l'accusé de réception, dans le meilleur des cas, encore une fois, ce sera la date qui sera dessus. La date de fin, ce sera la date du jour où vous utilisez le site. Et ensuite, ça vous calculera vos intérêts. Donc, dans intérêts, vous verrez combien vous pourrez reporter de montant d'intérêt dans votre courrier. Et ensuite, dans l'injonction de payer, mais on le verra ultérieurement. Donc, j'ai mis quelques petites questions. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez répondre, vous pouvez lever la main. Tout d'abord, quel est le document qui vous engage, vous et votre client? Un devis signé. Voilà, c'est super important. Donc, ça vous engage, vous et votre client. Ensuite, une deuxième petite question. Que devez-vous faire en cas de travaux supplémentaires? Un avenant ou un devis modifié. Pareil, bien le faire signer. Voilà, tout à fait. Bien le faire signer aussi pour avoir la preuve que votre client a accepté et du coup qu'il s'engage à payer les travaux en plus. Donc, c'est important. Donc, il sait à quoi il s'engage, il sait à quel prix il s'engage, donc c'est important. Dernière petite question. Quel est le taux d'intérêt qui s'applique si rien n'est prévu dans vos devis? C'est le taux d'intérêt légal simple qui s'appliquera, donc il faudra choisir ça sur le site internet si rien n'est prévu dans vos devis. Donc, la phase amiable, elle va se terminer au stade du deuxième rappel. Après ça, vous avez la possibilité donc, de faire une demande en injonction de payer. Alors, dans ce cas-là, il faut disposer d'un devis signé par le client ou tout autre document provenant du client qui prouve son accord, en sachant que le devis signé, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais malgré tout, par exemple, un mail d'acceptation du devis avec le numéro et la date du devis, la signature d'un bon de commande, mais voilà, le mieux, c'est le devis signé. Parce qu'en l'absence de devis signé ou de documents qui prouvent son accord, vous serez obligé d'aller devant un juge et de faire une procédure contradictoire beaucoup plus longue et compliquée. Voilà. Alors, entre professionnels, c'est un peu différent parce que la preuve est libre. Donc, ils acceptent un peu plus facilement des devis non signés, mais il faut partir du principe qu'un devis signé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, même si entre professionnels, la preuve est libre. Rapidement, l'injonction de payer, c'est une procédure qui est très simplifiée. En fait, vous allez remplir un CERFA. Alors là, je ne vais pas vous détailler comment on fait l'injonction de payer, mais ce que je ferai, c'est qu'après le webinaire, je vous enverrai. C'est un détail qui vous aide à remplir votre CERFA. C'est très simple, vous verrez, je vous indiquerai où est-ce qu'il faut mettre les taux d'intérêt, où est-ce qu'il faut mettre le montant de votre créance. Donc, vous aurez comme ça l'aide-mémoire qui vous aidera à remplir votre CERFA si vous avez besoin de faire une injonction de payer. Donc, voilà, c'est une procédure qui permet de faciliter le recouvrement de votre créance. En fait, c'est simplement un CERFA que vous allez envoyer au tribunal avec les pièces justificatives. Ensuite, donc, à l'issue de l'injonction de payer, donc, il y aura 3 solutions qui seront possibles. Soit le tribunal il va retenir la totalité de votre requête. Donc, c'est assez rare qu'il retienne les intérêts, l'article 700 et votre créance. En général, il va retenir une partie de la requête, donc surtout l'intégralité de l'impayé, les intérêts et une partie de l'article 700. Dans la plupart des cas, donc, le tribunal rend une ordonnance qui condamne donc, votre débiteur, donc votre client, à payer le créancier, donc vous. Et la dernière solution, le tribunal rejette totalement votre requête et dans ce cas-là, vous êtes obligé de reprendre une procédure classique contradictoire et un petit peu plus longue. Ensuite, le recouvrement de votre créance. Alors, c'est ce qui vous intéresse aussi parce que vous voulez recouvrer l'argent, les sommes qui vous sont dues. Donc, une fois que l'ordonnance d'injonction de payer qui a condamné votre client à vous payer retient partiellement ou totalement votre demande, donc, il faudra signifier cette ordonnance, donc la porter à la connaissance de votre client. Donc là, vous mandaterez un huissier de justice. Donc maintenant, on dit que c'est des commissaires de justice, mais c'est pareil. De préférence, le plus près du domicile de votre client pour qu'il n'y ait pas trop de frais de déplacement de l'huissier. Donc, vous avez 6 mois pour faire signifier. Donc, vous envoyez l'ordonnance à l'huissier, vous dites merci de signifier cette ordonnance. Suite à la signification, donc, quand l'huissier le rapporte à la connaissance du client, le client aura 1 mois pour former opposition. Donc, soit il forme opposition, soit il ne forme pas opposition. Donc, vous aurez 1 mois à attendre. Et donc, si passé ce délai, il n'a pas formé opposition, là, l'huissier pourra procéder au recouvrement de votre créance. Alors, il va tenter d'abord un recouvrement amiable, lui, de son côté, pour voir si lui, il arrive à quelque chose. Et à défaut, l'huissier, il aura la possibilité, avec l'ordonnance, de procéder au recouvrement forcé. Alors, ce qu'il fait en général, c'est qu'il saisit les comptes bancaires de votre client, que ce soit un particulier ou un professionnel.
Donc, c'est en général ce qui marche le mieux. Après, si là, en saisissant les comptes bancaires, il se rend compte qu'il n'y a rien sur les comptes, il y a d'autres possibilités, mais ça, il faudra faire le point directement avec votre huissier, voir ce qu'il peut mettre en œuvre. Non, il n'y a pas de montant. Non, il n'y a pas de montant minimum. C'est surtout un montant plutôt pas maximum, parce qu'en fait, si le montant est trop élevé et que vous faites une requête en injonction de payer, le juge il va refuser votre demande et il va vous demander d'aller ce qu'on appelle au fond. Combien coûte les frais devant le tribunal de commerce, c'est 33 € et quelques, je crois. Et c'est tout. C'est que pour les professionnels. Pour les particuliers, il n'y a pas de. Alors, j'allais répondre à votre question par la suite, Madame Bonnard, pour les frais d'huissier. En fait, dans l'ordonnance, très souvent, le juge condamne votre débiteur, ce qu'on appelle aux dépens. Et les dépens, pour faire simple, c'est les frais de procédure. Donc, c'est l'article 700 qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, ce que va faire l'huissier, c'est qu'il va l'intégrer dans son détail quand il va tenter le recouvrement de votre créance. Donc, du coup, en saisissant les comptes, il va en même temps récupérer. Donc, vous allez avancer les fonds, effectivement. Donc, ce sera à vous de payer la signification, les frais de greffe en cas de client professionnel. Mais après, par la suite, l'huissier, s'il arrive à recouvrer l'argent, il va tenir compte de cette somme. Voilà. Mais il faudra avancer les sous. Oui, sauf s'ils ont une assurance protection juridique, effectivement. Donc, dans le meilleur des cas, il arrive à recouvrer la somme. Donc, très bien, tant mieux. Par contre, il faut faire attention au risque d'insolvabilité de votre débiteur, du client. En fait, en gros, c'est un client particulier, s'il n'a pas d'argent disponible, il n'a pas assez d'argent pour vous payer, il n'y a rien sur les comptes. Malheureusement, c'est une solution qui peut arriver. Donc, là, vous ne retrouverez pas forcément votre argent. Donc, il faut l'avoir en tête malgré tout. Et en cas de client professionnel, il faut surveiller une potentielle procédure collective, donc soit une sauvegarde, un redressement ou une liquidation. Il y a une question, quel que soit le client particulier ou professionnel pour les dépens. Oui, peu importe le client, la condamnation aux dépens quasi à chaque fois, le juge condamne aux dépens parce qu'il sait bien que derrière, il y a des frais qui sont engagés par le créancier, donc par vous. Oui, les simples frais de signification de l'acte sont mis d'office à la charge de la partie adverse, qu'il soit particulier ou professionnel. Après, s'il faut exécuter, tous les frais ne sont pas pris en charge par la partie. Donc, du coup, pour le client professionnel, c'est vrai qu'il faut surveiller les procédures collectives parce qu'il peut être concerné donc, par une procédure collective. Il faudra, dans ce cas-là, on pourra pareil vous accompagner pour ça. Parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un jugement d'ouverture qui est rendu, il faudra inscrire votre créance pour essayer d'être payé dans cette procédure. Donc là, on pourra à ce moment-là, si vous voyez qu'il est en procédure collective et qu'il y a eu un jugement d'ouverture, on pourra vous accompagner et vous transmettre la procédure pour inscrire votre créance et essayer d'être payé. Mais là, pareil, c'est un petit peu incertain. On ne peut jamais savoir combien il y a et si ce sera suffisant pour vous payer. Donc voilà, vous avez aussi le site Papers qui vous permet de suivre un peu les finances d'une entreprise pour laquelle vous avez un doute si vous voyez qu'elle ne vous paye pas, voir si elle est en difficulté financière ou non. Donc voilà, ça peut être un petit peu des clés. Et puis, vous tournez vers nous si vous avez des questions ou des difficultés sans hésitation. Voilà, donc mon intervention sur la partie 2 est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les 2 premières parties. S'il n'y a pas de questions, on va passer donc à la partie 3, gestion d'un impayé contesté par votre client, donc présentée par M. Stéphane Sangoy. Voilà, donc on a vu que les clients pouvaient garder le silence en cas de réclamation impayée. On va voir ce qui se passe s'ils décident de réagir à votre demande de règlement. Il peut y avoir différents types de réactions selon le client, que ce soit un particulier, un professionnel. On va avoir différentes réactions possibles et différentes formes de contestation. Ça va dépendre aussi du montant de la créance, ça va dépendre de votre trésorerie. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de facteurs et en fonction, on va différents modes de réaction. Donc, il peut tout d'abord vous répondre par écrit à votre demande de paiement. Il peut aussi vous faire une réponse orale, mais on verra par la suite la différence. Il peut vous convoquer une expertise amiable. Par exemple, il est assuré par un assureur avec vous. Il peut s'opposer tout simplement à l'injonction de payer, c'est une forme de réaction. Et il peut aussi décider complètement de prendre la tangente et d'agir directement au judiciaire pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Donc, la première des réactions possibles est
l'une des meilleures, c'est qu'il vous fasse un écrit qui vous explique pourquoi il refuse de payer. Au moins, ça permettra de savoir comment avancer par la suite. Ce refus, donc, il peut avoir différents motifs, hein. Bien souvent, c'est parce qu'il n'est pas satisfait des travaux, ou ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à des travaux complémentaires, la facture ne correspond pas au devis. Ou tout simplement, oui, même sans travaux supplémentaires, il peut y avoir eu une hausse des coûts, par exemple, que vous répercutez et qu'il ne comprend pas. Ou parfois, le chantier, enfin, vu l'actualité, il peut aussi ne plus avoir les moyens de payer. Donc, en fonction des différentes réactions, on va pas, votre propre réaction ne va pas forcément être la même. Donc, par rapport au refus, si vous faites un refus oral lors d'une réunion de chantier, je vous conseille toujours de matérialiser le refus par écrit. Ça permettra, notamment si vous faites preuve d'une ouverture, d'une proposition de règlement, proposer une réduction de prix, vous proposez de reprendre certains travaux et qu'il les refuse, voilà, de bien avoir un refus de sa part écrit, ça permettra pour la suite, si ça doit aller devant le tribunal, de pouvoir dater sa réaction et de pouvoir montrer que vous avez fait aussi le nécessaire pour tenter de résoudre amiablement, de recouvrir amiablement votre facture. Voilà. Donc, la deuxième réaction possible, c'est celle, notamment s'il a un assureur protection juridique avec lui, des particuliers en plus, des professionnels aussi, c'est de vous convoquer à une expertise. Il estime que les travaux sont mal faits, qu'ils sont à l'origine de l'impayé, vous faites une réclamation pour votre facture et vous recevez en retour une convocation expertise. Ça, c'est une réaction possible. Ça montre qu'il ne reste déjà pas dans le silence et que c'est plutôt une bonne chose. Il faut prendre l'expertise voilà, comme une bonne chose et pas comme une attaque par rapport à vos travaux. Les experts, comme les assurances de protection juridique, sont de plus en plus formés au dialogue et à la négociation des différends. Donc, l'objectif de l'expertise, voilà, ça permettra de réunir les parties et de discuter du fond du problème. Ça permettra peut-être voilà, de se prononcer techniquement sur les désordres, mais pas que. Ça permettra de proposer des solutions aussi et de voir s'il n'y a pas une résolution amiable qui reste possible. Notamment, je me permets en cas de, si vous êtes convoqué à une expertise, à la CAPEB, vous pouvez vous tourner vers nous, alors, notamment vers le service technique. Si vous voulez préparer techniquement votre expertise, vous pouvez vous tourner vers nous. On ne fera pas d'assistance à expertise, mais on pourra vous aider, voilà, avec le service technique à préparer cette expertise. On verra par la suite comment réagir en fonction de si vous avez une assurance protection juridique, notamment par la CAPEB, ou si vous n'en avez pas. Les deux réactions peuvent être différentes en cas de convocation expertise. Mais il faut, voilà, encore une fois, si vous recevez une convocation, donc, je vous invite fortement à vous y rendre, vous assister avec l'expert, parce qu'il peut y avoir vraiment des solutions qui soient proposées à ce moment-là pour trouver une solution amiable. Et ne pas, si vous n'y allez pas, les conséquences ne pas, les conclusions de l'expert ne pourront pas vous être purement opposées pour obtenir une condamnation, mais ça montrera que vous n'avez pas mis toutes les chances de votre côté pour tenter de trouver une solution amiable et ça peut tourner contre vous en cas de travaux mal faits finalement à l'arrivée, justifie l'action de votre client. Il faut profiter de cette réunion pour faire valoir votre point de vue. Peut-être qu'il y a une incompréhension sur les travaux tels qu'ils ont été réalisés. Et une fois, voilà, le but, c'est vraiment de trouver une solution et de réunir les parties plus que de porter un jugement sur les travaux qui sont réalisés sans se prononcer sur la suite. Voilà. Donc, la troisième réaction possible, on parlait de l'injonction de payer juste avant, c'est qu'il forme tout simplement une opposition devant le tribunal. Et dans ce cas-là, le juge va vous convoquer, va convoquer les parties pour qu'elles s'expliquent sur le fond de l'affaire et ne plus seulement se prononcer sur les seules pièces qui ont été fournies par vous, créancier. Il va réunir les parties, il va comprendre la position des deux parties et on en revient devant une procédure classique de l'entreprise. Et enfin, je disais tout à l'heure, la dernière hypothèse, c'est qu'il prend la tangente, il décide de vous assigner directement en justice pour différentes raisons, notamment par rapport, on parlait du chiffrage des travaux, mais ça peut être aussi s'il estime que les dommages sont plus importants
le coût de la facture réclamée, il souhaite partir en expertise judiciaire directement, il appelle toutes les parties ou que vous en cause. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Voilà. Ou alors, tout simplement, aussi, la dernière hypothèse, c'est la prescription. On parlait des prescriptions tout à l'heure pour vos factures, les clients ont aussi des prescriptions par rapport à leur garantie. Et il se peut que la réclamation, elle arrive au bout de, on parlait des 2 ans, ça va très vite. C'est la réclamation, votre demande de paiement arrive en fin de première année. Il se peut qu'il décide d'assigner s'il estime qu'il y a des travaux qui n'ont toujours pas été repris au titre de la partie d'achèvement. Ça peut être aussi une réaction, et dans ce cas-là, tout va être enlevé. Et il va être discuté tant des travaux que de la facture impayée devant le juge. Donc, comment réagir face à ces différents types de réactions que veut dire votre client? Tout va dépendre de différents facteurs. Si les premières contestations restent dans un cadre amiable ou si on part directement en contentieux judiciaire, si vous disposez d'une protection juridique par votre CAPEB de manière indépendante ou que vous n'en avez pas du tout, va dépendre aussi de la taille et de votre situation financière. On va réagir pareil si vous avez un impayé de 500 euros ou si vous avez plusieurs impayés ou si vous avez un impayé de 30 000 euros. Et de la situation financière de votre client aussi. Si c'est un consommateur, si c'est un professionnel, le train de vie qu'il peut avoir, la maison qu'il a pu faire construire, tous ces indices vont faire qu'on ne va pas réagir forcément de la même manière face à un impayé. Donc, si on reste dans une contestation dans un cadre amiable, c'est sur les 2 premières réactions du client, que ce soit qu'il vous fasse un courrier, même un courrier par voie d'avocat, ça reste dans un cadre amiable, ou qu'il vous fasse un courrier, qui vous convoque à une expertise amiable. Dans ce cas-là, on part du principe que vous n'avez pas d'assistance de protection juridique, ce n'est pas le cas pour les participants aujourd'hui, la majorité vous en avez une, c'est quand même de participer à la réunion pour faire valoir ne serait-ce que votre point de vue et tenter de trouver une solution avec l'expert en face. Ne partez pas du principe qu'il y aura forcément des conclusions à charge. Il peut aussi être ouvert d'esprit et trouver pour trouver une transaction. Vous pouvez aussi donc, vous rapprocher d'un avocat, d'un médiateur, ça peut être des voies parallèles. Ainsi aussi, priorité de votre CAPEB, un service juridique. Ou tout simplement, si vous voyez selon la réaction, ça prend une tournure démesurée, selon le montant de la créance, vous pouvez aussi tout simplement décider de demander votre réclamation. C'est une des hypothèses. Voilà la première, mais ça en fait partie. Maintenant, si vous avez une assurance protection juridique, si vous êtes adhérent à la CAPEB, vous tournez en priorité vers le service technique, et derrière, donc, nous, en protection juridique, nous sommes en deuxième ligne. Et donc, s'il y a une réaction de votre client, on prendra le relais. Et en fonction des différents critères que je viens d'énoncer juste avant, on pourra aussi vous guider dans la voie adoptée. Si on est dans... si par exemple c'est un courrier, nous on peut prendre la suite, on est formé pour la gestion des conflits et prendre le relais pour dépassionner le conflit aussi en tant que tiers intervenant. On peut vous orienter vers un avocat, on peut prendre en charge une expertise amiable. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, dès que vous avez une réaction de votre client, vous tournez à nouveau vers la CAPEB et il saura nous transmettre le dossier le moment venu. On saura vous informer au mieux sur vos droits et la stratégie à adopter. On interviendra auprès de votre client. On va intervenir. Il y a aussi des médiateurs, on a un réseau de médiation, on a un réseau d'huissiers, on a un réseau d'avocats. Donc on saura vous trouver les bons interlocuteurs pour vous accompagner par rapport à une réaction de votre client. Il faut vraiment nous saisir dès la première réaction ou la deuxième, mais ne laissez pas le dossier traîner en cas de réaction, en contestation de votre impôt. Parce que le temps passe très vite et plus on est saisi tôt, mieux on pourra orienter. On sera libre dans l'action aussi à entreprendre à moindre frais pour vous et il y a plus de chances d'aboutir à la même. Donc, si je continue, si la contestation, cette fois, se transforme en contentieux judiciaire, là, pareil, tout va dépendre aussi du montant de la créance, tout va dépendre de la réaction de votre client. Si c'est une opposition ou une petite créance, vous pouvez abandonner votre réclamation. Si maintenant c'est une créance importante, mais moins de 10 000 euros,
pouvez très bien décider de vous défendre devant le tribunal sans avocat. Si on part du principe que vous n'avez pas d'assistance protection juridique et peut-être financière du coup d'un tiers, que ce soit par une assurance ou par un autre mode. Voilà. Ou alors décider de prendre un avocat. Après, si la créance est suffisamment importante. Et si vous êtes avec quelqu'un qui appelle, vous avez l'assurance protection juridique, vous pouvez vous tourner vers nous aussi, et là, on vous fera assister d'un avocat à ce moment-là pour vous défendre devant le tribunal et faire valoir vos arguments. Voilà, donc notre présentation s'achève ici. J'espère que cette présentation a été claire, vous a plu et vous a apporté des éléments qui vous permettront de gérer un peu mieux vos impayés. Je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre implication. Et puis, écoutez, voilà, on vous transmettra tout ça par la suite.